Alors, donc je vous présente rapidement la logique de mon intervention. Alors au départ, je pensais introduire en fait un exposé de Pierre de Brague sur le cercle Proudhon. Donc je comptais vous dire que je n'allais pas m'étaler sur le cercle Proudhon pour lui laisser la possibilité de développer. Bon, je crois que finalement il va orienter son propos autrement. Enfin, je ne vais pas modifier énormément quand même mon organisation, disons, mais voilà, dans mon esprit, il s'agissait de partir, en ce qui me concerne, du cercle Proudhon, sans détailler, pour élargir ensuite aux autres expériences conduites par l'Action française en matière sociale, puisque le cercle Proudhon était donc un lieu de rencontre entre militants nationalistes de l'Action française et militants justement syndicalistes révolutionnaires ou disciples de Georges Sorel. Et donc ils ont publié des cahiers. Ces cahiers, bon, vous le savez sans doute, ont été réédités il y a combien de temps l'année dernière, voilà, par Contre-Culture, sous la direction justement de Pierre de Brague. Mais cette expérience, donc, c'est une étape dans l'histoire de l'Action française et de la question sociale. Donc je compte un peu partir de là pour élargir un petit peu. Élargir dans un premier temps au reste de l'action de Georges Valois, puisque Georges Valois est un des animateurs de ce cercle Proudhon, mais il va continuer son action dans le domaine économique et social à l'Action française après la fin du cercle Proudhon. Donc j'expliquerai un petit peu les autres projets, les autres stratégies élaborées par Valois. Et je terminerai par une partie plus doctrinale pour élargir encore et expliquer finalement quel est le soubassement doctrinal de ces différentes stratégies que j'aurais évoquées, la stratégie du cercle Proudhon et ensuite la stratégie que l'Action française va utiliser après la Première Guerre mondiale, toujours sur cette question sociale. Alors ma source principale, c'est cet excellent petit livre, vous voyez, je l'ai pas mal travaillé parce qu'il est dans un piteux état, ce petit livre de Bertrand Renouvin qu'on peut, je pense, encore trouver, donc Charles Maurras, l'Action française et la question sociale, donc édité par le mouvement de Bertrand Renouvin, la Nouvelle Action royaliste, dans la collection Lys Rouge. Alors on en parlait tout à l'heure, Bertrand Renouvin a bien changé depuis cette époque, puisque l'ouvrage date des années 70. À l'époque, il avait fondé la Nouvelle Action française, dans une volonté un petit peu de dépoussiérer la vieille maison, de revenir aux origines, notamment à cette ébullition intellectuelle qu'a été l'Action française entre sa fondation à la fin du XIXe siècle et la guerre de 14. On présente souvent la NAF comme une tentative de ressourcer l'AF dans ses origines, et puis aussi on parle de gauchisation un petit peu de l'AF. Mais par la suite, Bertrand Renouvin va plutôt se rallier à la démocratie, justement, ce qui est assez contradictoire, puisque quand on lit bien son livre, justement, on voit à quel point on peut être vraiment à l'aile gauche de l'Action française, tout en restant parfaitement antidémocrate, puisque justement il s'agit d'organiser la cité sur d'autres bases que la base partisane. Donc voilà, dans la petite préface de son livre, il récuse un petit peu ce qu'il écrivait à l'époque, donc ce qu'il écrivait à l'époque de la première édition de ce livre. Mais il n'empêche que le texte reste vraiment très intéressant du point de vue historique. Alors, je pars du cercle Proudhon. Donc nous sommes en 1911, l'Action française a été fondée en 1899, et le cercle Proudhon va durer jusqu'à la guerre, jusqu'en 1914. Alors je n'ai pas prévu, donc je ne vais pas le faire, hein, de rentrer dans les développements du cercle Proudhon. Simplement, je vais essayer de montrer que le cercle Proudhon est la pointe extrême, la réalisation la plus aboutie de la stratégie de l'Action française par rapport à la question sociale, stratégie d'avant 1914, qu'on pourrait appeler la stratégie syndicale. Voilà. C'est-à-dire que l'AF va choisir de soutenir le syndicalisme révolutionnaire dont tu viens de nous parler.
Elle va choisir de le soutenir pour trois raisons. La première, parce qu'elle reconnaît la justesse de son combat, tout simplement. La deuxième, parce qu'elle considère que ce combat est compatible avec les idées de l'Action française, les idées nationalistes et même les idées monarchistes de l'Action française, ce qui peut paraître surprenant. Et enfin, la troisième idée, la plus tactique, on pourrait dire, c'est parce que les maurrassiens voient dans le syndicalisme révolutionnaire le moyen, tout simplement, de faire le coup de force. Dans la doctrine d'Action française, il y a plusieurs dimensions. Il y a l'empirisme organisateur, la méthode d'analyse de l'histoire. Il y a le nationalisme intégral, c'est-à-dire le fait de déduire de l'histoire de France que la forme institutionnelle la plus cohérente par rapport à la France, c'est la monarchie. Maurras désigne la monarchie comme le nationalisme intégral, le nationalisme abouti. Et il y a un troisième aspect qui est le politique d'abord et aussi donc la doctrine du coup de force. Et les maurassiens pensent que le syndicalisme révolutionnaire, justement grâce à son autonomie et grâce aussi à son ampleur, à sa vigueur, pourrait bien être le moyen de réaliser ce coup de force. Là aussi, je ne vais pas trop développer, mais si vous connaissez un petit peu Maurras, vous savez qu'il il voit le coup de force de deux manières. Donc il y a cette façon un peu révolutionnaire qui serait donc qui pourrait prendre la forme justement du syndicalisme révolutionnaire. Et l'autre moyen, c'est le coup qui se fait de l'intérieur du pouvoir. C'est le sens de son livre qui s'appelle Mademoiselle Monck, qui raconte l'histoire de la Restauration après la chute de Napoléon. On voit que c'est de l'intérieur en fait du pouvoir que s'est fait le coup finalement qui a permis le retour des rois légitimes. Il prend aussi l'exemple tout simplement du coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte en 1851. C'est le président de la République lui-même qui organise depuis l'Élysée le coup d'État. Et puis s'il appelle son livre Mademoiselle Monck, c'est parce qu'il fait aussi référence à l'histoire anglaise et à la transition entre Cromwell et le rétablissement de la monarchie en Angleterre. Bon, donc là, disons qu'il apparaît aux yeux de Maurras et aux yeux des dirigeants de l'AF que la voie plus révolutionnaire pour le coup de force pourrait peut-être s'appuyer en effet sur le syndicalisme révolutionnaire. En ce qui concerne la justesse du combat, je reviens un petit peu sur le premier point, et la compatibilité aussi avec la doctrine générale de l'AF. Je voulais vous faire quelques citations pour vous montrer qu'il y a vraiment une préoccupation sociale à l'Action française qui est indépendante de la tactique, qui est vraiment sur le fond. Bon, j'avais prévu plusieurs citations, une citation dans laquelle on voit que Maurras reconnaît l'existence des classes sociales. Je cite: « Qu'il y ait des classes, que la reconnaissance de ce fait soit l'œuvre des partis les plus avancés, voilà sans doute une victoire du sens commun sur l'uniformité et l'égalité que rêva la démocratie libérale. » Donc les classes sociales sont des réalités et la réflexion politique doit partir de ces réalités. Et l'autre citation que je voulais faire, qui a d'ailleurs été un petit peu préparée par ton exposé, à propos du syndicalisme, voilà ce que dit Maurras: « La concentration syndicale, on pense au moment de la naissance de la CGT, la concentration syndicale répond à la concentration capitaliste, avec des armes similaires, et la lutte en cesse d'être absolument inégale. Il va falloir ou bien compter avec la masse ouvrière organisée, ou bien se résigner à tout interrompre, à paralyser l'industrie, la nation, la civilisation. » On voit à quel point Maurras n'est pas hostile du tout au syndicalisme. Il considère que le syndicalisme, finalement, et là il pense bien sûr au syndicalisme révolutionnaire, pas du tout au syndicalisme inféodé au parti républicain et au parti du système républicain. Il pense que c'est une réponse légitime, défensive finalement, à une violence, à une prédation capitaliste. Et bien sûr, l'Action française, en tant qu'elle est l'héritière aussi, j'en parlerai un peu à la fin, du catholicisme social,
a en vue, évidemment, cette parenté entre la révolution politique opérée au XVIIIe siècle, la révolution dite française, et cette révolution économique, cette révolution qui a consisté à détruire justement les institutions sociales qui préexistaient, les fameuses corporations, qui assuraient donc une fonction sociale assez vaste, hein, puisque, par exemple, elles assuraient l'assistance aux personnes, elles assuraient aussi des formes des éléments qui pourront ensuite être si vous voulez, assumés par des mutuelles ou par des caisses de retraite, également la formation professionnelle. Donc tous ces mécanismes de solidarité à l'intérieur d'un métier qui existaient avant la Révolution et qui ont été détruits, qui ont été cassés par la Révolution française, par la loi Le Chapelier, dont on a déjà parlé. Les catholiques sociaux, l'Action française se réclame d'eux. Maurras disait ce n'est pas Monsieur de la Tour du Pin qui est d'Action française, c'est l'Action française qui est de Monsieur de la Tour du Pin. Ont bien montré effectivement ce lien indissociable entre la révolution politique et la révolution bourgeoise. Et de ce point de vue d'ailleurs, on peut trouver des échos assez étonnants, assez amusants, entre certains développements de la pensée de Maurras et certains commentaires de Marx aussi. Hein, c'est tout à fait intéressant. Je vous signale aussi en passant, puisque j'y pense, que on entend souvent dire de Maurras qu'il est le Marx du nationalisme. La formule « le Marx du nationalisme » appliquée à Maurras est de Georges Sorel. C'est Georges Sorel dans un article qui désigne Maurras comme le Marx du nationalisme. Voilà, ça c'est intéressant. Voilà, donc le cercle Proudhon est la pointe extrême, je disais, hein, la réalisation concrète, puisqu'il va y avoir des cahiers, il va y avoir un groupe avec des réunions, de cette stratégie qui consiste à essayer de s'entendre avec les syndicalistes révolutionnaires. Ça n'est pas du tout quelque chose de périphérique, contrairement à ce que disent certains historiens. C'est vraiment quelque chose qui est tout à fait suivi, assumé, et qui d'ailleurs fait écho à d'autres éléments de cette période. Par exemple, ce qu'on a appelé à l'époque le complot de la santé, qui était la fraternisation à la prison de la santé entre les militants d'AF qui étaient arrêtés pour des coups de force qu'ils opéraient, par exemple la fameuse affaire Talamas, et des militants syndicalistes révolutionnaires, des militants anarchistes aussi. Donc ces gens-là se retrouvaient dans les mêmes geôles finalement, et ils sympathisaient, ils fraternisaient, et des idées un petit peu circulaient entre eux. Donc il y avait vraiment quelque chose d'intéressant. Ça explique aussi le parcours justement de quelqu'un comme Georges Valois ou de quelqu'un comme Édouard Berthe, qui sont donc parmi les animateurs de ce cercle Proudhon. Voilà pour cette période. Alors il y a aussi, je voulais ajouter, parce que tu en as parlé, il y a bien sûr des désaccords. Et un désaccord auquel j'ai pensé en t'écoutant, c'est la question de l'armement et la question précise de la loi des 3 ans. Puisque justement l'Action française a milité pour la loi des 3 ans, pour l'augmentation de la durée du service militaire, car elle pensait que la guerre était inévitable et que, étant inévitable, il fallait la gagner, tout simplement. Donc, c'est reconnu par les historiens, parce que c'est de l'aveu même de certains hommes politiques de la Troisième République, ministres, présidents du Conseil, que les campagnes répétées de l'Action française en faveur de la loi des 3 ans ont joué un rôle non négligeable dans le fait que cette loi ait été votée. Donc là, pour le coup, il y avait un désaccord très, très net sur cette question-là. Bon, donc je passe et je m'intéresse, après cette stratégie syndicale, donc, qui aboutit au cercle Proudhon, à ce que l'Action française va faire après la Grande Guerre. Alors pour ça, je vais donc voir un petit peu l'œuvre de Valois au-delà du cercle Proudhon. Alors Georges Valois est né en 1878, il est mort en 1945, il est mort en déportation, d'ailleurs il était résistant pendant la Deuxième Guerre mondiale, il est mort à Bergen-Belsen. Valois a adhéré à l'AF en 1906,
C'est le début de la fameuse stratégie syndicale dont je parlais tout à l'heure. Il adhère à ce moment-là, c'est pas un hasard évidemment. Et il va donc devenir, avec Berthe et Lagrange, un des principaux animateurs du Cercle Proudhon. Il devient également, dès avant la guerre, le patron de la maison d'édition de l'AF, que l'AF s'était doté très rapidement. Au début, c'était un cercle d'intellectuels, hein. C'était un think tank, comme on dirait aujourd'hui, en 1898-99 à l'origine. Ensuite, elle est devenue un mouvement assez important très vite, avec un mouvement militant, avec un journal quotidien, ça c'est 1908, et avec un institut d'action française qui était une sorte de contre-université, avec des chaires, des cours, des enseignements. Et puis une maison d'édition, la Nouvelle Librairie Nationale, que dirigeait Valois. Et puis Valois va être surtout le principal rédacteur économique du journal, du quotidien d'AF, et le principal animateur aussi des programmes, des stratégies dans le domaine économique et social, jusqu'à son départ en 1925. Alors que fait Valois après la guerre? En fait, il va mettre en place donc une nouvelle stratégie. Et pourquoi? Pour deux raisons. D'abord, il constate l'échec et la dissolution finalement du syndicalisme révolutionnaire. Donc, il constate que le partenaire a disparu en quelque sorte, puisque il suffit de regarder l'évolution de la CGT, hein, par exemple, enfin des CGT, puisqu'il y a plusieurs CGT, CGT, CGTU, etc. La CGT va s'inféoder finalement soit au Parti socialiste, soit au Parti communiste, puisqu'il y a le congrès de Tours, les différentes réactions du socialisme français à la révolution bolchevique, et finalement le syndicalisme va se mettre derrière les partis socialistes, les partis de gauche, et donc il va cesser d'être autonome. Et effectivement, il n'y aura plus moyen à ce moment-là pour l'AF, qui est un mouvement anti-système et anti-régime, de travailler avec des partenaires, puisque les partenaires seront tenus désormais par les institutions, par le régime. Donc voilà la raison du changement de stratégie. Deuxième raison, la nécessité qui apparaît aux yeux de Valois de mettre en œuvre, avant même le renversement du régime, un certain nombre d'idées, et notamment les idées corporatistes qui sont au centre de la doctrine sociale de l'AF. Donc Valois veut mettre en œuvre, réaliser ces idées dans les faits, avant même la disparition de la République bourgeoise. Alors, là, il y a déjà les germes d'une difficulté par rapport à Maurras. Parce que Maurras est partisan du politique d'abord, c'est sa formule. Hein. Pour lui, on ne peut réformer qu'une fois le pouvoir pris. Il faut prendre le pouvoir, il faut renverser la République, et ensuite on pourra organiser la société autrement. Valois veut organiser immédiatement des corporations. Il va le faire à travers plusieurs organisations, le CIPF, la Confédération de l'intelligence et de la production française, qui deviendra ensuite l'UCF, l'Union des corporations françaises. Et puis il y aura une troisième aventure qui sera celle du Comité pour la convocation des États généraux. Alors en fait, que fait-il? Il va aller réunir par secteur, par branche, des patrons, des petits patrons souvent, et des employés, des ouvriers, pour créer des syndicats mixtes, donc des corporations, avec des unions locales dans des villes, des unions régionales qui rassemblent ces unions locales, toujours par branche, et une union nationale, avec création de mutuelles, de caisses de retraite, de tout un système d'assistance, formation professionnelle, etc. Et dans certains secteurs, il va réussir à faire des choses intéressantes, notamment dans le domaine qui était délaissé par l'AF avant la guerre de 14. Renouvain montre bien que c'est très intéressant parce qu'on ne s'y attend pas. L'Action française ne s'intéresse pas du tout à l'agriculture avant 14, mais au contraire, après 1918, le Valois va réussir dans une de ces corporations qui va marcher, c'est dans l'agriculture justement. L'AF s'intéresse surtout aux ouvriers avant 14 en fait. Il va réussir dans le domaine agricole, donc je disais, puisque Renouvain donne les chiffres. Hein, la corporation créée par Valois dans le domaine agricole
va avoir un journal qui va tirer et qui va être diffusé à 50 000 exemplaires, ce qui est quand même assez remarquable. En fait, c'est l'évolution de l'Action française du dimanche, qui était une publication annexe du quotidien, dont l'équipe et le fonctionnement va être transformé en Action française agricole, et qui sera l'organe de cette corporation. Ça va marcher aussi dans le domaine du livre. Il va y avoir une vraie corporation du livre montée par Valois et ses amis, qui va fonctionner. Bon, et puis il y aura aussi de nombreux échecs. Et le comité pour la convocation des États généraux, c'est encore plus ambitieux, puisque là, il y a l'idée de créer, dans les faits, cette fameuse chambre organique, représentant le pays réel. Vous connaissez peut-être chez Maurras la distinction entre le pays légal, les partis, et puis le pays réel, le pays qui travaille et qui vit. Eh bien, Valois veut tout simplement créer, avant même la prise du pouvoir, une sorte de parlement des corps intermédiaires, un parlement des corporations, qui prendrait le nom, qui rappelle bien l'Ancien Régime, des États généraux, mais qui seraient des États généraux permanents en quelque sorte. D'ailleurs là aussi, il y a un débat avec Maurras, puisque Maurras rappelle que les États généraux n'ont pas vocation à être permanents. Voilà. Bon, finalement, toutes ces tentatives vont aller assez loin, Renouvin le montre bien, mais bon, elles vont quand même finir par échouer, ce qui donne un petit peu raison à Maurras finalement, parce que en effet, toutes ces institutions n'étant pas reconnues par la République, n'étant pas reconnues par l'État, eh bien, finalement, n'ont pas la force suffisante pour durer. Et donc Valois va quitter la F à ce moment-là. Bon, après, je ne développe pas sur la suite, mais Valois, c'est assez curieux, on peut le regretter, mais va revenir un petit peu vers le socialisme, y compris vers le socialisme partisan. Il va vouloir même à toute force rentrer à la SFIO. C'est assez tragique. Et en plus, il sera refusé. C'est-à-dire qu'il va essayer de rentrer à la SFIO et on va lui dire non, on ne veut pas de vous. Voilà. Je termine, j'ai peut-être été un peu long, je ne me rends pas compte, je termine rapidement avec la doctrine, qui est donc sous-jacente à tout ce que j'ai dit. La doctrine, on peut l'aborder, la doctrine sociale de la F, on peut l'aborder par les sources et on peut l'aborder par ses axes principaux. Alors, par ces sources, elles sont assez diverses. Vous avez la pensée tout simplement de la Maison de France, la pensée de la famille royale. Parce que la F est monarchiste, rappelons-le. Il se trouve que le comte de Chambord, qui est le dernier représentant de la branche aînée française, c'est le petit-fils du roi Charles X, le comte de Chambord, qui a failli être restauré. Vous savez sans doute que la constitution de la Troisième République, au début, a été établie comme une sorte d'interrègne pour permettre la restauration, puisque le président de la République, MacMahon, et puis les députés, la majorité des députés, étaient royalistes. Donc on pensait qu'on allait restaurer la monarchie après la défaite de 70. Et finalement, c'est la République des Ducs, en histoire, on appelle ça la République des Ducs. Et puis ensuite, il y a la République des Jules, à partir de 1885, et là, la République devient républicaine. Mais donc au début, la Troisième République, elle est là pour préparer une restauration, en quelque sorte, avec le comte de Chambord. Et le comte de Chambord, dès 1865, donc dès le Second Empire, donc il est en exil, et il écrit une lettre sur les ouvriers, où justement il explique que le prolétariat est une réalité, qu'il est nécessaire d'incorporer, de réintégrer le prolétariat à la cité, à la nation, et donc il propose un programme social. Donc, et la Maison de France va continuer en permanence d'avoir on peut penser au XXe siècle, au comte de Paris, alors pas l'actuel comte de Paris, mais son père, Henri VI, qui a écrit énormément d'ouvrages et qui s'est beaucoup intéressé à la question sociale. Donc ça, c'est une source d'inspiration pour la F, donc la doctrine sociale de la Maison de France. Il y a également, bien entendu, la contre-révolution, les auteurs de la contre-révolution, puisqu'on parlait de la loi Le Chapelier tout à l'heure. Les premiers contre-révolutionnaires, dès le début du XIXe siècle, s'opposent à l'individualisme démocratique, s'opposent à la destruction des corps intermédiaires, à la destruction des corporations, et donc sont préoccupés par la question sociale. D'ailleurs, si vous lisez le manifeste du Parti communiste, Marx les stigmatise une partie d'entre eux en les appelant les socialistes réactionnaires.
voyez, les socialistes réactionnaires dont parle Marx dans le manifeste, en fait, ce sont pour une bonne part les contre-révolutionnaires, ce qu'on appelle les contre-révolutionnaires. Donc il y a évidemment alors il y a différents types de contre-révolutionnaires, je ne vais pas rentrer dans les détails, évidemment là je pense plus à des gens comme Bonald, peut-être qu'à des gens comme Demestre, qui sont plus sur une optique religieuse, théologique, providentialiste, etc. Bonald est déjà plus dans la sociologie. On peut penser tout simplement aussi au romancier Balzac, qui d'ailleurs était le romancier préféré de Marx. Je vous signale en passant qu'il y a une influence de ce point de vue. Je crois que Michel en parle d'ailleurs dans un de ses textes. Il y a une influence assez amusante de la contre-révolution sur Marx lui-même, via Balzac notamment. Bon. Donc, autre source d'inspiration, le catholicisme social, qui d'ailleurs pour une bonne part est héritier de la contre-révolution, fait partie de la contre-révolution, donc des figures comme Albert de Mun ou René de la Tour du Pin dont je parlais tout à l'heure. René de la Tour du Pin qui restera monarchiste, alors que Albert de Mun se ralliera à la République au moment justement où le Vatican incitera à le faire, dans l'idée de créer un mouvement catholique qui pourrait prendre part justement à la vie politique et ne pas rester à l'extérieur. Donc Albert de Mun, lui, va faire ce choix-là, alors que la Tour du Pin va rester monarchiste et va d'ailleurs avoir des relations tout à fait directes avec l'AF. Et ce sont ces gens-là d'ailleurs qui inspirent la fameuse doctrine sociale de l'Église. Quand les journalistes aujourd'hui s'étonnent ou font semblant de s'étonner que le pape François ait une doctrine sociale, en fait, ce n'est pas le pape François qui a une doctrine sociale. Le pape François s'inscrit, comme ses prédécesseurs, dans ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église, dont, non pas le point de départ, mais disons la partie la plus visible au XIXe siècle est l'encyclique de Léon XIII, Rerum Novarum. Mais l'encyclique Rerum Novarum est en fait la conséquence de la doctrine de gens comme la Tour du Pin, Albert de Mun, etc. C'est-à-dire au départ de contre-révolutionnaires, de monarchistes en fait, qui ont inspiré cette doctrine du catholicisme social, qui sera donc reprise par le magistère du pape et formulée de manière, je dirais, solennelle dans l'encyclique Rerum Novarum. Évidemment, tout ça aussi a une influence sur l'AF. Et puis il y a une dernière influence qui n'est pas négligeable, c'est le positivisme. Puisque Maurras était un disciple d'Auguste Comte, et que Auguste Comte interprète la Révolution française et ses suites comme une phase intermédiaire entre un système ordonné, un système d'ordre qui était l'Ancien Régime, et un nouveau système d'ordre qui reste à construire, qui serait l'âge positif, et il voit les doctrines libérales, les doctrines révolutionnaires, la Révolution de 89, comme une phase d'anarchie, une phase de dissolution, mais qui ne possède pas par ses principes la possibilité, les moyens de produire un nouvel ordre. Donc Comte est quelqu'un qui critique en fait le libéralisme et les idées démocratiques. Et de ce point de vue, Maurras est bien son disciple. Et il y a un autre disciple de Comte qui va beaucoup s'intéresser aux questions sociales et à la réorganisation de la société, c'est Leplay, Frédéric Leplay. Et par l'intermédiaire de Leplay, on peut dire que vraiment il y a une influence aussi importante du positivisme sur la doctrine sociale de l'AF. Et donc je termine avec les axes, parce que j'ai dit les sources et les axes. Alors, quels sont ces axes? Ils sont simples, et surtout ils sont reliés directement aux principales articulations de la pensée maurassienne. Quels sont ces principaux axes et quelles sont ces principales articulations? Eh bien c'est la décentralisation. Maurras, vous le savez sans doute, était décentralisateur avant d'être monarchiste. Il faisait partie du mouvement de rénovation de la langue provençale et de restauration des libertés régionales de Mistral, le Félibrige. Ça explique aussi pourquoi il s'intéressait à Proudhon, le fédéralisme. Donc il y a vraiment cette idée, c'est pour ça que les corporations voulues par l'AF sont des corporations qui doivent partir de la base, ce qu'a essayé de faire Valois, c'est-à-dire on associe à la base les patrons, les ouvriers, et on crée comme ça à partir d'unions locales des corporations. Ce n'est pas à l'État d'organiser d'en haut, de manière autoritaire et jacobine, ce système. C'est ce qui fera d'ailleurs que l'AF sera relativement critique, voire très critique, avec le corporatisme de Vichy, qui lui sera un corporatisme venu du haut, un petit peu comme le corporatisme fasciste en Italie, critiqué par exemple par Evola. Si vous avez lu Le fascisme vu de droite, on retrouve la même critique
d'un mauvais corporatisme qui vient d'en haut chez Evola à propos du corporatisme italien qu'on trouve chez les auteurs d'AF au sujet du corporatisme mis en place par Vichy. Donc la décentralisation, je disais, le fait de considérer, deuxième point, la question sociale comme une question éminemment politique et nationale. On ne peut pas avoir un nationalisme si la moitié ou plus de la moitié de la population est effectivement dans la condition du prolétaire, c'est-à-dire qui ne possède rien, qui ne peut donc pas être attaché à la nation, à l'intérêt général, qui en est nécessairement détaché en quelque sorte. Donc il y a vraiment l'idée que c'est une question politique pour les nationalistes. La monarchie elle-même, puisque ce système très autonome, très fédéral, très confédéral que je décrivais, pour Maurras ne peut fonctionner qu'à la condition qu'il y ait un fédérateur, un pouvoir à la fois indépendant et capable d'arbitrer entre ces différents corps sociaux autonomes. C'est pour ça que Maurras n'est pas un fédéraliste absolu, comme Proudhon. Lui, il considère qu'il faut un fédérateur, et il voit dans la figure du roi l'incarnation de ce fédérateur, qui n'est pas un fédérateur partisan, justement. Et pour terminer, le politique d'abord, autre point, et là c'est la différence avec Valois, je reviens là-dessus, je termine là-dessus, c'est que pour Maurras, on ne peut pas rebâtir la société, on ne peut pas par exemple aboutir à une représentation organique de la société sans avoir d'abord conquis le pouvoir. Et d'ailleurs, de ce point de vue, là aussi je faisais un parallèle avec Evola, Evola dit à peu près la même chose, sauf que la différence est que Maurras a une vision de l'État très limitée, parce qu'il n'a pas une mystique de l'État, alors que chez Evola, au contraire, il y a une mystique de l'État, même s'il critique les dimensions totalitaires du fascisme, il y a quand même une mystique de l'État qui, à mon avis, est un peu paradoxale avec sa vision de la décentralisation, des corporations qui s'organisent à partir de la base, etc. Ça, ce serait encore une discussion intéressante, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Voilà, je vous remercie.